Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Les sondages se suivent et se ressemblent depuis quelques semaines. Pour tous les candidats, grande stabilité. Valérie Pécresse est un peu partout donnée en 3e position. Pas loin derrière Marine Le Pen, mais presque jamais devant. À partir de quand ça peut devenir inquiétant à vos yeux? Écoutez, d'abord, au mois de janvier, c'est la période la pire dans les élections présidentielles. Il y a eu les vacances de Noël, les choses se stabilisent. Emmanuel Macron n'est toujours pas officiellement candidat, donc ça va évidemment être une donnée absolument fondamentale. Nous, notre stratégie est simple. Nous alignons les propositions et le 13 février, Valérie Pécresse va faire un discours qui va à la fois synthétiser les propositions et les inscrire dans un cadre plus général. Quelle est notre vision du pays? La vision du pays, c'est plus de liberté et le retour d'un contrôle, puisque aujourd'hui le pays n'est pas sous contrôle à tous les points de vue économiques, d'autorité, d'ordre. Et c'est cette vision de la France que Valérie Pécresse va présenter. C'est ça qui manque jusqu'ici, cette vision d'ensemble, cette direction générale? Non, je pense, si vous voulez, que dans une campagne, il y a des étapes. La première étape, c'est l'étape de l'union, parce que je vous rappelle que la droite a beaucoup perdu dans les années précédentes. La débâcle d'il y a 5 ans, c'est aussi parce que nous n'étions pas unis. Là, Valérie Pécresse a tiré les leçons de la débâcle, a réuni tous les éléments de la famille, et donc cette première étape, elle est faite, elle est consolidée. La deuxième étape, c'est nous alignons des propositions thématiques, ce qu'elle fait dans tous les domaines, les droits de succession qu'elle abolit pour 95% des Français, ou le retour de la sécurité dans des quartiers qui en sont dépourvus. Et je ne parle même pas de la santé, mais j'espère que nous en parlerons. On en parlera. Et puis, troisième étape, c'est quelle est la signification politique de tout ça? Je vous dis, c'est un pays qui redevient prospère parce qu'il est stabilisé. Le vrai sujet, c'est que le pays n'est pas stable. Dans le Figaro ce matin, Rachida Dati dit que le projet manque un petit peu de transgression. Écoutez, je ne crois pas, parce que le projet, c'est quoi? Le projet, c'est de reprendre le contrôle. Alors, est-ce une transgression? Je ne sais pas. Je pense que le pays a surtout besoin d'être apaisé aujourd'hui. On voit bien, les gens ne se supportent plus, il y a une très grande violence, y compris dans le débat politique. C'est la conséquence de 5 ans d'absence de choix, voire même de 10 ans. On parlait d'énergie tout à l'heure hors micro. L'absence de choix depuis 10 ans fait qu'aujourd'hui, on est dans des impasses. Donc Valérie Pécresse, elle a cette idée de faire en sorte que le pays doit être stabilisé, y compris au plan moral et psychologique. Vous en parliez il y a un instant, le meeting du 13 février est déjà présenté comme une étape importante. On sait que Valérie Pécresse est plus à l'aise dans les débats, dans le dialogue avec les Français que derrière un pupitre. Est-ce qu'elle mise gros, très gros, trop gros sur cette échéance du 13 février? Non, mais d'abord, chacun a son style. Valérie Pécresse est un élu de terrain. Certes, elle a été députée et ministre, mais elle est aussi et surtout peut-être présidente de région. C'est-à-dire que c'est une femme politique qui réalise des choses et qui ne se satisfait pas de discours très théoriques comme Emmanuel Macron, qui nous a fait beaucoup de beaux et de grands discours depuis 5 ans, sans aucune réalisation. Donc c'est vrai, le 13 c'est important parce qu'on passe à l'étape de la coagulation de tous ces éléments de programme dans un projet de société. Toute la difficulté pour Valérie Pécresse depuis le début, c'est de se démarquer à la fois d'Éric Zemmour et d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous citer une mesure qui la distingue fortement de l'un et une qui la distingue de l'autre? Par exemple, vis-à-vis d'Éric Zemmour, Éric Zemmour a une idée de la France qui fait qu'il dit, en réalité dans son discours, à des gens qui sont issus de l'immigration, quels que soient les efforts que vous ferez, quel que soit l'amour que vous avez pour la France, vous ne serez jamais totalement français. Ça, c'est Éric Zemmour, au fond de lui-même. Emmanuel Macron, c'est une sorte à la fois un mélange de cynisme et de non-choix. Il n'a rien fait. Il a fait peut-être une seule chose, c'est qu'il y a une baisse de 10 milliards des impôts de production, sur d'ailleurs un delta avec l'Allemagne qui est de 90, donc c'est très insuffisant. Et pour le reste... Il y a des réformes sur le marché du travail aussi. Pour le reste, écoutez, quelles sont les conséquences de celle-ci? Je vous rappelle que sur le chômage, nous sommes actuellement 23e des pays de l'Union sur 27. Donc c'est un grand échec général. Non, sur la sécurité, sur les retraites, qui est à la reine des réformes, on voit bien que rien n'a été fait. Quant à l'hôpital, encore une fois, vous voyez dans quel état nous sommes. L'IFOP nous dit que la campagne présidentielle anime 52% des conversations des Français. En 2017, à la même époque, c'était 78%. Est-ce que la Covid explique à elle seule ce relatif désintérêt? L'échéance est proche maintenant. Je crois qu'en 2017, il y avait des affaires judiciaires
qui probablement animait les conversations des Ça Français vous en au passez titre de la campagne présidentielle. Donc on est assez content que sur ce côté-là, ce ne soit pas le cas. Emmanuel Macron fait durer le suspense, j'allais dire le faux suspense en réalité sur sa candidature. Ça changera quoi son entrée en campagne officielle? Écoutez, d'abord, il y a un grand cynisme. Aujourd'hui, il se balade en France avec un carnet de chèques qui est accessoirement branché sur vos comptes en banque à vous tous. Donc c'est ça. Demain, il ne pourra plus le faire parce que ça sera évidemment visible. Ce que ça va changer, c'est qu'il sera devant ses responsabilités et il ne pourra pas dire « je ne suis responsable de rien et je vais faire demain tout ce que je n'ai pas fait depuis 5 ans », parce que c'est ça le sujet. Et encore 5 ans, je crois, charitable, parce que je vous rappelle que dans les 5 ans qui précédaient, il avait été ministre et conseiller du président Hollande, donc il a 10 ans de bilan à faire. Il a un bilan qui est catastrophique. Le sujet est là. Moi, j'espère qu'on va faire le bilan d'Emmanuel Macron, candidat. On en vient à l'affaire Orpea, vous qui conseillez Valérie Pécresse notamment sur les questions de santé. Beaucoup de commentaires mettent en cause la recherche du profit par cette entreprise. Est-ce qu'il faut supprimer les EHPAD privés? Non, mais je sais, ma voiture, moi je l'ai achetée, ce n'est pas une voiture publique, c'est bien une entreprise privée qui m'a vendu la voiture. La question, ce n'est pas tant public-privé, c'est le respect d'un certain nombre de règles. Le fait que, moi ça fait des années que je le dénonce, on vous donne une douche toutes les semaines, dans le meilleur des cas, le fait qu'une aide-soignante doit s'occuper de 20 personnes à qui elle doit donner à manger, et vous savez, quand vous avez une maladie d'Alzheimer, vous avez des troubles de la déglutition, à chaque bouchée, vous vous étouffez, donc il faut du temps, peut-être 1 heure pour faire manger quelqu'un. Là, elle est toute seule pour 20 personnes. Tout ça, ça conduit à faire en sorte qu'il y a de la maltraitance. Donc la question, ce n'est pas que la maltraitance soit publique ou privée, c'est que la maltraitance, elle est devenue institutionnalisée parce qu'on est dans un système qui n'est absolument pas contrôlé. Nous contrôlerons les EHPAD, nous ferons en sorte que les gens puissent manger, puissent sortir de leur lit, ne soient pas enfermés. Les EHPAD sont devenus des prisons, tout ça. Moi, je veux y mettre fin avec une philosophie. L'EHPAD de demain, ça doit être un domicile avant d'être un lieu de soins. Et ça, c'est fondamental. D'ailleurs, nous changerons le mot EHPAD. Enfin, moi, je suis très favorable. C'est plus un établissement d'hébergement. C'est pas un hébergement, c'est un domicile. Et il faut donner aux EHPAD futurs, refonder le modèle des EHPAD et en faire des vrais domiciles. Et justement, les maisons de retraite devenues EHPAD, elles sont nées dans les années 70. On y entre aujourd'hui beaucoup plus tard, mais beaucoup plus dépendant. Ouais. Et puis les Français ont envie de rester chez eux. Ils n'ont pas envie d'aller en maison de retraite. Qu'est-ce que vous proposez pour aller dans ces directions? Ça demande notamment des financements. Oui, c'est vrai. Nous croyons avec Valérie Pécresse que la priorité, c'est de permettre aux gens de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Donc c'est une question de prise en compte de la santé dès l'âge de 30 ans ou 40 ans. Quand vous faites du sport à 40 ans, quand vous avez des activités à 40 ans, eh bien, quand vous avez 80 ans, vous êtes en meilleure santé. Donc, ça se construit sur le long terme. Et notre programme santé, c'est un programme de santé global. La ville, l'hôpital, l'air que vous respirez, l'alimentation que vous mangez, tout ça, ça contribue à faire en sorte que la dépendance arrive le plus tard possible. Deuxièmement, quand vous arrivez dans le grand âge, nous voulons que les gens puissent rester à domicile le plus longtemps possible. Ça signifie quoi? L'invention d'un modèle nouveau, par exemple, essayez de trouver un plombier qui va être capable de vous mettre à niveau de dépendance votre salle de bain. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Eh bien, il faudra qu'on crée une économie adaptée à la dépendance. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça se décrète par les pouvoirs publics, non, on forme des gens. Il faut former. Il faut que le plombier soit formé et sensibilisé à la question de la dépendance. Je prends l'exemple du plombier. Il y en a bien d'autres, bien entendu. Et imaginez que la solution, ce n'est plus d'aller en EHPAD quand on est dépendant. Maintenant, nous voulons donner le choix aux gens de rester chez eux avec des domiciles adaptés. Et encore une fois, bouleverser le modèle de l'EHPAD en faisant en sorte que les gens puissent considérer que c'est enfin un domicile et plus une prison. Est-ce qu'on a besoin d'une grande loi sur la dépendance? Tous les présidents la promettent depuis Nicolas Sarkozy et aucun ne l'a fait. En fait, Emmanuel Macron avait dans son programme une fameuse loi grand âge, qui n'a jamais été faite. François Hollande aussi. Sous Chirac et Sarkozy, on avait développé, vous savez, on a donné des moyens, on a créé et on a développé des moyens auprès de la CNSA, Caisse nationale de solidarité et d'autonomie. Donc il ne faut pas dire que tout le monde n'a rien fait, c'est pas vrai. Quand nous étions au pouvoir, nous avons fait des choses. Oui, bien entendu, il va falloir aussi financer cette affaire. Et donc, les modes de financement, on les voit, ils sont probablement multiples. Est-ce qu'il faut donner un peu de décentralisation auprès des communes? Moi, je crois que les communes ont un rôle particulier, en particulier sur le maintien à domicile. Moi, je suis maire d'une commune de 30 000 habitants. Je connais à peu près les gens qui sont en voie de dépendance. Et si je souhaite qu'ils restent à leur domicile, peut-être
doit-il y avoir des financements ou des aides très locales? La décentralisation est un mode d'avancée. Et ensuite, il faut que nous réfléchissions sur des financements très long terme qui permettent de se garantir sur la dépendance 40 ans plus tard. Sur les déserts médicaux, Valérie Pécresse propose des stages obligatoires en libéral pour les étudiants en médecine, mais elle ne touche pas à la liberté d'installation. Est-ce que c'est suffisant? Quand vous faites un choix de carrière, en fait, souvent ce choix de carrière dans tous les domaines de l'activité humaine est dicté par les rencontres que vous avez faites quand vous étiez jeune. Vous avez admiré un modèle et vous dites « moi je veux faire comme lui ou comme elle ». Eh bien c'est pareil en médecine. Aujourd'hui, quand vous faites des études de médecine, vous faites toutes vos études de médecine de premier et deuxième cycle à l'hôpital, ou quasiment. Quelques stages en ville, mais très rares. Et il faut changer le principe et faire en sorte que dès le deuxième cycle des études de médecine, vous alliez en stage, en ville, en centre hospitalier non CHU, en clinique privée, bref, que vous ayez la palette totale sous les yeux pour faire des choix. Vous aurez envie d'y aller ensuite pour vous installer sans qu'on vous oblige. Ça marche toujours comme ça. Moi, ma spécialité, c'est l'anesthésie-réanimation, puis la médecine d'urgence. Pourquoi je fais cette spécialité? Parce que j'ai fait des rencontres de gens que j'ai admirés et je me suis dit, je veux faire comme eux. Un dernier mot sur la Covid. Vous avez alerté à plusieurs reprises sur les retards de dépistage et de traitement que l'engorgement du système de santé a provoqué ces derniers mois. Cancer, maladies chroniques, maladies psychiatriques. Est-ce qu'il y a des moyens de résorber ces retards très importants? Il y a deux grandes épidémies à régler dans cette épidémie du Covid. Il y a évidemment les malades qui ont le Covid et on voit qu'on n'est pas sorti de l'affaire. Attention, Olivier Véran qui vous dit que la fin du tunnel est proche, on a tous envie de l'entendre, mais il n'y a pas d'argument scientifique pour l'assurer aujourd'hui. Donc très grande prudence. Arrêtons de raconter n'importe quoi aux Français. Et un deuxième type d'épidémie, qui n'en est pas une au titre de la définition infectieuse bien sûr, ce sont tous ces patients qui ont été abandonnés durant l'épidémie. On parle d'1 million d'actes chirurgicaux et d'anesthésie, par exemple de dépistage, qui n'ont pas été réalisés depuis 2 ans. Eh bien, on peut malheureusement craindre que dans les 10 ans à venir, on va avoir une vague de patients qui n'ont pas été traités de leur cancer, de leur maladie du cœur. D'une façon ou d'une autre, est-ce qu'on peut monter un plan pour résorber cette vague? Valérie Pécresse a pris position là-dessus il y a 1 semaine en disant que nous aurons une stratégie nationale pour aller chercher tous ces patients qui sont dans la nature et qui sont, à l'heure où nous parlons, en train de développer des cancers et donc des métastases parce qu'on les prend trop tard. Et donc, ma crainte, c'est la surmortalité dans toutes ces pathologies. Comment on va les chercher? Eh bien, ça s'appelle une stratégie nationale où on va faire du dépistage massif. On va identifier par des outils épidémiologiques modernes les populations chez lesquelles on a vu une diminution du nombre de diagnostics. Ça signifie qu'en fait, les diagnostics baissent non pas parce qu'ils sont moins malades, mais parce qu'on a fait moins de diagnostics. Bref, ça demande une vision scientifique des choses. En tout cas, nous avons une stratégie de rattrapage de l'épidémie. Et ça, personne n'en parle. Et c'est un grand impensé du gouvernement qui m'inquiète énormément.